Bonjour, le sujet du jour, ce sera le crânio-pharyngiome chez l'enfant. Et dans cette première partie, nous étudierons le diagnostic, la prise en charge médicale et chirurgicale et oncologique, ainsi que les résultats. Dans une deuxième partie, nous verrons la pratique de la voie sous-frontale, qui est la voie que nous utilisons le plus ici à Lyon, ainsi qu'à Lille. Alors, le crânio-pharyngiome, c'est une tumeur qui est histologiquement bénigne, mais qui est cliniquement maligne, c'est-à-dire qu'elle va être responsable d'une morbidité importante. La mortalité est faible, c'est encore trop important, bien sûr, surtout quand il s'agit de votre propre enfant, mais c'est surtout la morbidité qui fait de cette tumeur une pathologie grave. Donc, on va avoir comme objectif principal de préserver le plus possible le pronostic fonctionnel et en particulier le devenir à long terme et donc de définir le rôle de la chirurgie dans cette prise en charge globale. Alors tout d'abord, l'anatomie pathologique du crânio-pharyngiome. Le crânio-pharyngiome, c'est une tumeur rare, elle représente 1 à 4% des tumeurs suivant les données de l'OMS. Elle est moins rare proportionnellement chez l'enfant, c'est une tumeur qu'on peut rencontrer même chez des enfants très petits. Dans l'expérience pédiatrique, il y a à peu près 20% des enfants qui sont âgés de moins de 2 ans. Elle est développée à partir de la tige pituitaire, c'est-à-dire que ce sont des cellules de la poche de Rathke qui dérivaient du canal pharyngo-hypophysaire. Et donc, il va y avoir une parenté entre ces tumeurs et le tissu de l'émail dentaire, hein, d'où le nom de adamantinome de ces tumeurs qu'on rencontre chez l'enfant. Et donc, cette tumeur va se développer dans la région de la selle turcique et dans la région supracellulaire, d'où les manifestations visuelles et les manifestations endocriniennes. Et dans certains cas, elle va même se développer dans les ventricules et provoquer une hydrocéphalie aiguë. Donc, et puis elle développe des kystes qui peuvent être prévalents et parfois même quasiment être uniquement kystiques. Et donc toutes ces masses et ce blocage ventriculaire vont être responsables d'une hypertension intracrânienne. Alors, est-ce qu'on peut dire que le crânio-pharyngiome de l'enfant est une tumeur bénigne? Elle est certainement beaucoup plus agressive que le crânio-pharyngiome de l'adulte. Hein, ici, on a comparé dans les données de l'OMS l'adamantinome qui est beaucoup plus fréquent que le crânio-pharyngiome papillaire. Ce dernier ne se rencontre que chez l'adulte. Donc, quand on a un crânio-pharyngiome de l'enfant, on est à peu près sûr d'emblée qu'on parle d'un adamantinome, mais c'est une tumeur qui est plus agressive. Elle est de localisation plus souvent rétrochiasmatique, donc chirurgicalement, ça va être plus un challenge que chez l'adulte. Et comme c'est une tumeur agressive, on discute d'un traitement qui est agressif également. Alors, ça, ce sont les données d'un article que j'avais publié donc il y a une quinzaine d'années bientôt sur la survie post-chirurgicale des crânio-pharyngiomes, la survie sans récidive, et on voit quand même que même quand on a l'impression d'avoir tout retiré, eh bien, on a à peu près la moitié de ces enfants qui vont récidiver. Enfin, des données plus récentes que cet article nous montrent à peu près 68% quand même d'enfants qui ne récidivent pas après une résection totale. Il y a l'amélioration des techniques, l'amélioration de l'imagerie aussi. Et si par contre on n'a pas tout enlevé, ben on sait, il y a de très fortes chances, une quasi-certitude, que le reliquat va progresser et ça justifie un traitement complémentaire. La mortalité, elle est de moins de 10% dans toutes les séries. Donc, cette mortalité, finalement, elle passe au second plan derrière la question de la morbidité. Malgré tout, elle existe. Et les causes du décès, bah, ce n'est pas la progression tumorale, c'est pas une tumeur cancéreuse. Ça va être l'obésité, les apnées du sommeil, l'hypothermie, les tumeurs de haut grade radio-induites. Donc, il faut tenir compte de toute cette morbidité et de la morbidité liée au traitement. Alors, l'anatomie chirurgicale du crânio-pharyngiome, donc, comme on l'a dit, c'est une tumeur qui est développée à partir de la tige pituitaire, donc elle va se développer au-dessus ou en dessous du diaphragme cellaire. Quand c'est développé sous le diaphragme, ça va être beaucoup moins risqué d'opérer vis-à-vis du système nerveux, mais peut-être plus difficile d'obtenir une exérèse complète quand ça infiltre le sinus caverneux. Elle est située au centre du polygone de Willis, et c'est ça qui va être un petit peu la motivation d'avoir un abord sous-frontal, comme on le verra dans le volet suivant. Donc, elle est située entre les plans vasculaires, carotidiens, droit et gauche, et vertébro-basilaires en arrière. Et elle est située, bien sûr, au contact des voies visuelles de l'hypothalamus. Donc, elle comporte le plus souvent une partie charnue, souvent avec des calcifications.
et des kystes qui vont se développer là où il y a de la place, c'est-à-dire dans le troisième ventricule, dans la vallée sylvienne, en région prépontique, dans l'angle pontocérébelleux et possiblement même dans le conduit auditif interne avec possibilité de récidive. Et on peut avoir un patient dont la vue est très altérée par la tumeur et qui va récidiver au contact d'un nerf auditif, d'où un risque sensoriel d'autant plus, avec un enjeu d'autant plus important. Alors le diagnostic, on a ici des photos d'un livre de Donald Mattson, qui était un des grands pionniers de la chirurgie du crânio-pharyngiome, qui montre d'un côté un anisme hypophysaire, donc qui est tout à fait harmonieux, mais par rapport à une autre petite fille de son âge, il y a deux têtes de différence, et puis une cachexie hypothalamique. On a aussi bien la cachexie que l'obésité, qui peut être un mode de révélation, comme on va le voir. Mais avant cela, on a une présentation aiguë, voire même suraiguë, comme ce petit garçon. C'est un bébé de 18-9 mois qui avait des symptômes depuis une quinzaine de jours et qui est arrivé comateux aux urgences avec une fontanelle extrêmement tendue, avec ici une hydrocéphalie due au blocage du troisième ventricule et qui a nécessité une intervention endoscopique en urgence pour aller ponctionner ce kyste, vidanger son contenu, vous voyez le contenu, qui n'est pas forcément comme de l'huile de vidange, comme c'est classique. C'est plus, en fait, c'est plus souvent jaunâtre le contenu. Et puis on voit une fois que le kyste est vidé, qui s'est raplati, on aperçoit l'aqueduc de Sylvius et puis on voit des flocons de kératine qui flottent dans les ventricules. Et secondairement, il a eu une intervention à visée d'exérèse et il n'a pas été irradié. Et au bout de 6 ans après, il est sans récidive avec malheureusement une obésité hypothalamique. Il y a même des cas, c'est aussi classique que rare, on peut dire, de kystes révélés par un AVC. Ici, c'était un autre enfant de bientôt 3 ans qui s'était présenté avec une hémiplégie gauche et on voit sur l'angio-IRM un spasme non seulement de la terminaison carotidienne, mais même de la carotide intracaverneuse et même intrapétreuse. Donc il y a des phénomènes d'irritation vasculaire, de vasospasme qu'on comprend mal, mais qu'on constate dans certains cas comme ici. Après, on a des présentations plus chroniques, mais qui malgré tout peuvent constituer des urgences, notamment la baisse d'acuité visuelle. Ça peut être en dépistage scolaire qu'on se rend compte que l'enfant voit mal. Souvent, chez un enfant petit, on a du mal à faire un bilan détaillé avec un champ visuel instrumental. On peut se rendre compte qu'en fait, l'enfant ne se cogne dans les personnes, dans les meubles. Si on arrive à avoir un bilan plus complet, on peut voir une hémianopsie qui peut être très mal perçue par le patient. Si ça n'atteint que le champ maculaire, en fait, on doit avoir un scotome hémianopsique dont le patient lui-même ne sera pas conscient. Et puis, on peut avoir une acuité visuelle préservée alors que le champ visuel est très rétréci avec un champ visuel tubulaire. On peut avoir une cécité monoculaire et parfois, quand on opère, bon, bien sûr, c'est une urgence, on peut comprendre pourquoi. Vous voyez ici le nerf optique droit avec une marque noire qui est faite par l'artère cérébrale antérieure. La tumeur avait soulevé le chiasma et le nerf optique était venu quasiment se couper contre l'artère cérébrale antérieure. Sur l'IRM post-opératoire, on voit un hypersignal dans le nerf optique, ici c'est du côté gauche, euh, qui est lié à son soulèvement contre l'artère cérébrale antérieure. Alors la présentation endocrinologique, elle est beaucoup plus torpide. On peut avoir un diabète insipide, ce qui est quand même un élément important quand on a une tumeur intracellulaire pour dire que c'est plutôt un craniopharyngiome qu'un adénome, qui est quand même beaucoup plus rare chez l'enfant. On a une stagnation staturopondérale, donc une cassure de la courbe de poids et de taille vers le bas. On peut avoir un impubérisme, on peut avoir une perte de poids, une prise de poids qui justement va à l'encontre de la cassure de la taille. Donc on a une dissociation de la courbe de poids et de une courbe de taille. Et puis on peut avoir une perte de poids très importante, comme sur la photo de Donald Mattson, qui est liée à la fois à la dénutrition, avec une anorexie dans le cadre d'un syndrome hypothalamique, et par la déshydratation quand l'enfant est en HTIC, quand il vomit et qu'il a un diabète insipide. Et puis, on peut avoir un diagnostic fortuit. Ici, en haut à gauche, c'est une radio qui avait été faite à la suite de radio dentaire. C'est le dentiste qui a eu une calcification qui a été remarquée. C'est quand même assez un peu ironique quand on sait que ce sont souvent des tumeurs adamantinomateuses. Et puis, ça peut être un traumatisme crânien qui est révélateur de la lésion intracrânienne, qui en fait n'est pas forcément asymptomatique. En cherchant bien, on peut se rendre compte qu'on a en fait
une cassure de la courbe de poids et de la courbe de taille. Et donc, dans ces cas-là, ben, ce ne sont plus des tumeurs asymptomatiques. Une fois qu'on a fait le bilan, c'est pas la peine d'attendre que la tumeur soit plus grosse, plus symptomatique et qu'elle entraîne des troubles visuels en plus. Alors, il y a des diagnostics différentiels. Ici, en haut, c'était un astrocytome pilocytique. C'était quand même assez bien limité radiologiquement avec une tumeur kystique, bon, qui avait quand même une grosse partie charnue pendant le contraste. Mais même opératoirement, il y avait une partie sous-chiasmatique qui pouvait être un peu trompeuse. Bon, très rapidement, on a vu que c'est le chiasma qui était infiltré. Ici, c'était un tératome supracellulaire. Donc, c'était un aspect particulièrement bien limité avec une tumeur kystique et même à l'intervention endoscopique où il y a eu une vidange du kyste qui avait un aspect typique avec des flocons de kératine. Donc, la partie tératomateuse peut vraiment ressembler macroscopiquement très fort à un craniopharyngiome. La grosse différence est à l'exérèse parce que c'est une tumeur qui colle d'emblée au vaisseau, à la différence du craniopharyngiome qui, lui, ne colle au vaisseau que lors de la récidive. Et ici, vous voyez, il a fallu mettre un clip sur une artère perforante du tronc basilaire. Ça s'est fini par bien se passer, mais c'était un petit peu chaud. L'adénome, ça peut être un problème, notamment, vous voyez qu'à à gauche, on a un prolactinome, à droite, on a un craniopharyngiome. Le prolactinome avait été pris pour un craniopharyngiome et réciproquement. Donc, c'est vraiment important de penser à demander la prolactinémie chez les patients qui arrivent en urgence. La grosse tige pituitaire, ça c'était une surprise également. On s'attendait plutôt à une histiocytose, à une maladie inflammatoire. Et puis en fait, c'était un craniopharyngiome. Et c'est dans ce cas-là que j'ai vu la plus terrible ascension pondérale en post-opératoire avec un syndrome d'hyperphagie hypothalamique très importante alors qu'il n'y avait aucune infiltration de l'hypothalamus, ce qui fait penser qu'il y a des mécanismes de rétrocontrôle hypophyso-hypothalamique qui restent à découvrir. Alors les traitements, le traitement il est multidisciplinaire, mais parfois il peut y avoir une disharmonie, des différences d'opinion. En tout cas, il y a la chirurgie qui peut être une chirurgie d'exérèse, complète si possible en étant raisonnable. Qu'est-ce qu'on appelle raisonnable? Comment est-ce qu'on évalue le prix à payer pour une chirurgie par rapport à ce qu'elle apporte au patient? Il y a l'irradiation qu'on va voir, l'irradiation conformationnelle par proton et la radiochirurgie, qui s'adresse plutôt à un reliquat charnu. Les traitements intrakystiques, qui ont un petit peu du plomb dans l'aile avec des industriels qui se sont retirés des marchés, comme on va le voir, avec la mise en place de bléomycine, d'un bêta-émetteur, comme le rhénium, l'yttrium ou l'or radioactif, l'interféron également. Et puis la chimiothérapie, qui est plutôt pour l'avenir. Hein. Pour l'instant, en pédiatrie, on reste très pauvre de ce côté-là. Alors, les traitements neurochirurgicaux, il y a des gestes décompressifs. On a vu que ça peut être une indication d'urgence quand le patient est en train de perdre la vue, soit par endoscopie, vidange de kyste, valve. Ça, je vous renvoie à un cours qui existe déjà sur YouTube concernant la mise en place endoscopique ou percutanée d'un réservoir intrachystique. La chirurgie d'exérèse, à condition qu'elle soit possible et qu'elle soit raisonnable. Donc là, on va en parler dans le volet suivant qui sera sur la voie sous-frontale. La radiochirurgie, les traitements trachystiques, on vient d'en parler. Alors la fenestration du kyste, ça peut être une prise en charge en urgence, comme on l'a vu déjà, soit en endoscopie, soit en stéréotaxie, bien sûr, sans cadre, hein, avec la neuronavigation. Donc le but, c'est d'obtenir une décompression immédiate et également de se préparer pour des traitements intrakystiques. Donc ça pose la question quand même de la durabilité de ces mesures qui sont, en fait, on laisse la tumeur en place. Donc on peut avoir besoin de reponctionner de façon itérative le réservoir. Le kyste peut se cloisonner, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau kyste qui apparaît à côté du cathéter. Donc, est-ce qu'on met un deuxième cathéter? Est-ce qu'on envisage une chirurgie plus radicale ou un autre traitement? Maintenant, l'abord sous-frontal paramédian, on va le détailler, mais cet abord, il a un but d'exérèse. Il permet un accès au centre du polygone. On a vu que la tumeur naissait vraiment au centre du polygone de Willis, en passant entre les deux plans vasculaires carotidosylviens et en avant du tronc du plan vertébro-basilaire, de respecter le plus possible le cortex, le plus souvent un des deux nerfs optiques et olfactifs et souvent les deux nerfs parfois.
Respecter bien sûr avant tout les voies optiques, de les décomprimer en urgence, et puis de respecter autant que possible l'hypothalamus. Alors, il y a ce dessin classique de Yazarguil, mais on note que en soulevant le lobe frontal, on peut entraîner des lésions, pareil dans ce dessin d'Apuzzo. Et le dogme, c'est que pour aller plus haut sans rétracter le cerveau, il faut partir de plus bas. Et c'est pourquoi, comme on va le voir dans le volet suivant, la dépose du bandeau fronto-orbitaire va nous aider à, à accéder à la tumeur en étant le moins délétère possible pour le cerveau et pour le chiasma. Donc le rationnel de l'abord sous-frontal, c'est que la tumeur est située au centre du polygone. Donc on voit ici le polygone vu de face. Et si on fait basculer notre vue, on arrive à une vue par le dessous. Et c'est là que se trouve la tumeur et qui va être au contact des voies optiques. Donc plus on va être bas situé, plus on va être respectueux des lésions. Et puis au maximum, bas situé, ça veut dire là, c'est une perspective d'une vue endonasale en endoscopie. Mais comme on va le voir, chez l'enfant, c'est pas forcément si simple. Donc, la tumeur est située au centre du polygone de Willis. On va essayer d'avoir un abord de la région supracellaire, de l'espace rétroclival, du troisième ventricule. Et ça, c'est pas la voie endoscopique qui va nous permettre d'accéder à l'espace rétroclival en particulier. Donc, respecter bien sûr les structures vasculaires, olfactives, optiques et l'hypothalamus. Alors, l'abord périgonal, c'est une question de préférence et de formation. Donc, suivant l'opérateur, l'avantage, c'est que c'est unilatéral et théoriquement moins invasif. Il n'y a pas de risque de fuite de liquide par les sinus frontaux. Malheureusement, c'est unilatéral. Donc, ça veut dire que on va trouver en premier le plan vasculaire. Donc, il va falloir disséquer entre les branches de l'axe carotidosylvien avec la communicante postérieure qui barre la route, les artères perforantes, la choroïdienne antérieure. On peut se retrouver face à la bandelette optique et à l'hypothalamus. Donc, pour accéder au troisième ventricule, on n'est pas forcément bien dans l'axe. Et on a également un abord limité du sinus caverneux du côté où on opère. On voit mieux celui de l'autre côté. Et donc, c'est peut-être aussi cette voie d'abord qui fait que certains neurochirurgiens ne trouvent que le prix de l'exérèse est trop élevé. Et en tout cas, c'est pour cette raison-là que personnellement, je préfère très nettement l'abord sous-frontal. Alors, l'abord endonasal, ça s'applique à des tumeurs essentiellement intracellaires, plutôt petites, plutôt de l'adulte, parce que le sinus sphénoïdal est plus large. Euh, Ça pose la question du respect de l'hypophyse. Certains auteurs rapportent un très bon respect de l'hypophyse et de la tige pituitaire. Est-ce que ça permet une exérèse totale? C'est certainement moins embêtant d'avoir une exérèse incomplète chez l'adulte que chez l'enfant. On a des tumeurs plus agressives chez l'enfant. Globalement, c'est une voie d'abord qui est beaucoup plus intéressante chez l'adulte que chez l'enfant. Et puis, quand l'exérèse est incomplète, on peut avoir une récidive rapide, comme cet enfant qui avait eu une deuxième ou troisième intervention par voie basse. L'exérèse était incomplète mais satisfaisante. Malheureusement, elle a présenté une récidive rapide qui a nécessité une réintervention avant la protonthérapie. Elle était en train de se dégrader sur le plan visuel. Alors, la prise en charge post-opératoire, on ne peut pas trop la mettre en exergue. C'est vraiment tout à fait indispensable d'avoir des collègues réanimateurs, des collègues endocrinologues qui vont pouvoir s'en occuper à la sortie du bloc parce que c'est une chirurgie qui n'est le plus souvent pas respectueuse de la tige pituitaire et on va avoir donc un diabète insipide qui va s'installer dans la soirée ou dans la nuit qui suit l'intervention. Il va donc falloir rééquilibrer ce patient sur le plan électrolytique. Il y a bien sûr un diabète insipide, à 95% après une chirurgie de résection. Il peut y avoir un certain nombre de pertes de sel, qui est en général temporaire, qui est liée à une souffrance hypothalamique. On peut avoir en même temps une sécrétion inappropriée d'ADH et un diabète insipide. Bref, ça peut être un espèce de casse-tête. Ça prend plusieurs jours, voire même une semaine ou deux pour rééquilibrer ce patient. Par ailleurs, on va réalimenter ce patient. On se réjouit de le voir reprendre l'alimentation, mais il ne faut pas lui donner à manger n'importe quand. Et il faut vraiment le canaliser, lui donner à manger que à heure fixe, pas entre les repas, parce que le comportement alimentaire, c'est sujet à un conditionnement, et c'est dès le post-opératoire immédiat qu'il faut les conditionner pour ne pas manger trop et devenir obèse.
On fait une IRM post-opératoire précoce pour voir si on a l'exérèse a été complète ou pas. Une réévaluation ophtalmologique dès qu'elle est possible. Un bilan cognitif quand le patient sort d'hospitalisation. Et puis on discute sur le plan oncologique si on doit faire un traitement complémentaire. Alors l'irradiation, c'est la radiothérapie par proton qui a le gros avantage de la dosimétrie et de la proximité des isodoses pour éviter d'irradier les structures adjacentes. Alors, on peut décider de faire une protonthérapie de principe quand on a fait quand on sait qu'on fera une exérèse incomplète, ou bien décider d'une irradiation qu'en cas de récidive. Alors, est-ce qu'on peut réirradier en cas de récidive? Ça, c'est sujet à caution en fonction de la dose qui a été reçue. Mais si on peut éviter toute radiothérapie, surtout chez un enfant petit, c'est probablement une bonne chose. D'autant qu'il y a des tumeurs radio-induites et des tumeurs malignes dans toutes les séries de crânio-pharyngiomes irradiés. Alors, la radiochirurgie par gamma knife, c'est en général pour traiter des petites cibles, et là, elle est un peu gênée par la proximité des zones fonctionnelles, notamment les voies visuelles, parce qu'en général, c'est pratiquement toujours là que ça récidive, et les radiochirurgiens sont souvent pas très chauds pour faire une radiothérapie stéréotaxique ou un gamma knife sur un reliquat, un petit nodule qui est enchâssé sur la bandelette optique restante et donc, en fait, les indications sont limitées chez l'enfant. Malgré tout, le crânio-pharyngiome est certainement une des tumeurs qui justifie le plus la radiochirurgie chez l'enfant, ici, bon, loin après les malformations artério-veineuses, mais bien devant les tumeurs gliales de bas grade, les hémangiome et autres tumeurs. Alors ici, c'est un exemple d'une petite fille, d'une grande fille de 13 ans, qui a eu une exérèse qui semblait complète. Malheureusement, on a eu un reliquat qui s'est mis à grossir dans le fond de la selle turcique, qui a reçu de la radiochirurgie. 6 ans après, le reliquat est stable et il n'a pas progressé. Elle est un petit peu enveloppée, mais pas obèse. En tout cas, très certainement, la radiochirurgie l'a aidé. Maintenant, on peut aussi discuter de faire un complément d'exérèse par voie transphénoïdale. On peut aussi espérer que, avec l'endoscopie, la microscopie assistée par endoscopie, de nos jours, on pourrait éviter ce genre de reliquats qui sont mieux visibles avec l'endoscopie. Alors, la thérapie intrakystique, elle est possible pour des tumeurs qu'on n'arrive pas à enlever ou qu'on ne souhaite pas enlever, essentiellement pour des tumeurs purement kystiques qui sont finalement pas très fréquentes. Donc, on a essayé la bléomycine, l'interféron, les bêta-émetteurs. Et la question, c'est s'il y a un nouveau kyste qui se forme, est-ce qu'on va remettre un cathéter? Comme ici, vous voyez, il y a déjà une valve, il y a deux cathéters intrakystiques. Combien de cathéters on peut mettre? Il y a la question de la toxicité, s'il y a une fuite du cathéter, hein, si le kyste, par exemple, se rétracte autour du cathéter et qu'il y a un trou du cathéter qui se retrouve dans les méninges, ça peut mal se passer. Et puis, il y a la question du résidu de métal lourd qui peut se trouver dans un réservoir. Ici, c'est une petite fille que j'ai opérée pour une récidive après une curithérapie intracavitaire. La tumeur avait progressé, il avait fallu l'enlever. J'avais enlevé le réservoir et elle a fait une réaction d'œdème très importante du lobe frontal, qui est tout à fait inhabituelle, qui n'est pas une topographie vasculaire. Et on s'était posé la question d'une toxicité aux métaux lourds, sachant que l'uranium, ça se transmute en osmium, qui est quand même un métal très lourd. Alors, les traitements intracavitaires, ça pose le problème d'un marché de niche, surtout en pédiatrie. Et donc, on a plusieurs produits qui avaient été mis sur le marché. Il y avait des cathéters pour ponction de kyste qui avaient été également mis sur le marché. Malheureusement, ça a été supprimé parce que ça n'a aucune durabilité, un marché qui n'est pas du tout rentable. Donc, ça pose la question de ces techniques qui sont totalement dépendantes aussi de ces produits et de ces matériels implantables. Le traitement systémique chez l'enfant, ça fait longtemps qu'on en parle, on en rêve, on utilise l'Avastin qui sert de supercorticoïde, mais comme tous les traitements ciblés, ça va entraîner un rebond quand on l'arrête. En plus, il y a les problèmes de troubles de la crasse sanguine.
Le BRAF V600E, c'est un marqueur biologique qui a été identifié dans les craniopharyngiomes papillaires, donc qui ne s'adresse donc qu'aux adultes. Le dabrafénib, ça peut être proposé chez les adultes de plus en plus, hein. Et puis récemment, on a mis en évidence une mutation de la bêta-caténine, une perte de la bêta-caténine avec donc possibilité d'un traitement par les MEK inhibiteurs, euh, possiblement dans les craniopharyngiomes adamantinomateux. Mais pour l'instant, on n'en est pas, on en est là, on sait que c'est une possibilité. En tout cas, il faut se rappeler que les craniopharyngiomes de l'enfant sont à peu près tous adamantinomateux et ne sont pas une cible pour le dabrafenib. Alors, donc, bien sûr, on va essayer de combiner les traitements pour minimiser la morbidité, pour optimiser le traitement. Donc, est-ce que la résection complète permet de se passer d'irradiation? Est-ce qu'il faut quand même faire une irradiation ou bien irradier ou bien seulement faire une réduction tumorale et ensuite faire des faisceaux de protons? Ici, c'est une grande fille qui avait été opérée dans un autre centre, que j'avais opéré secondairement alors, parce qu'il y avait un reliquat qui était important, qui comprimait les voies optiques et que du coup, le plan chirurgical, c'était de réduire le plus possible la masse tumorale, donc qui était bien réduite, il restait une infiltration dans les deux sinus caverneux, et de façon à ce que les voies visuelles soient en dehors du champ d'irradiation. Elle a ensuite bénéficié d'un traitement par proton. Donc c'est un exemple de plan de traitement combiné qu'on peut proposer. Alors, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces tumeurs, une fois qu'elles sont irradiées? Je vous ai montré ici cette vue de Scheitauer qui présente des nids de tumeurs intracérébraux, donc qui explique que ces tumeurs peuvent récidiver alors qu'on a l'impression que l'exérèse était complète. Donc, les résultats oncologiques, ici, ce sont les résultats d'une série coopérative de 29 enfants opérés de crâniopharagiome par voie sous-frontale. Donc, il y en avait 10 sur les 29 qui ont été irradiés. 3 c'était de principe, 3 qui avaient été irradiés avant d'être opérés. Un de principe en post-opératoire, comme je l'ai montré précédemment, et 6 devant une progression. Donc, finalement, un peu plus d'un sur 5 qui avaient été irradiés en raison de progression. Il y en a 9 quand même sur les 29 qui avaient été réopérés. Donc vous voyez qu'il y a, il y a un taux de récidive qui est de l'ordre de 40% quand même. Mais malgré tout, il y en a 60% qui n'avaient pas été réopérés. Et si on voit ceux chez qui on a fait, on a espéré faire la chirurgie, les traiter, les guérir par la chirurgie seule, on en a à peu près les 2 tiers qui sont effectivement guéris par la chirurgie seule, qui n'ont pas eu d'autres traitements. Alors, est-ce que le prix payé par ces enfants par la chirurgie valait est-ce que ça dépasse le prix qu'ils auraient à payer par la radiothérapie et les autres traitements et les récidives? La question reste ouverte. Il n'y a qu'en comparant avec d'autres séries qu'on pourra avancer. Euh, alors, le craniopharyngiome, quand il récidive, comme je l'ai dit, c'est une tumeur plus agressive que celle de l'adulte. La récidive, elle survient surtout après une exérèse incomplète. Ça, c'est une vieille série que j'avais publiée en 2008. La question du rôle de l'hormone de croissance, c'est toujours avec un point d'interrogation. Et si on regarde le Vidal, ben, on voit que l'hormone de croissance est contre-indiquée en cas de tumeur évolutive. En fait, il n'y a aucune donnée scientifique là-dessus et c'est uniquement un problème de principe de précaution. Euh, et puis, il y a certainement un biais dans cette conception. Alors, quand on a une récidive, c'est souvent dû à la progression d'un reliquat qui était situé au-delà de l'axe de vision. Ici, c'était un bébé opéré à 17 mois et qui a eu une récidive 6 mois après, qui était au contact d'une bandelette optique. C'était très, très difficile à aller chercher. Euh, et donc, si on part de l'épicentre de la tumeur initiale, en fait, les endroits qui sont cachés, c'est derrière le nerf optique, homolatéral, c'est-à-dire entre le nerf optique et la carotide, et puis derrière, au niveau de l'artère communicante postérieure, c'est toujours là qu'on a ces points de départ des récidives.
Et ici, on a, d'où l'intérêt d'avoir pour voir derrière les structures qui nous cachent, les voies visuelles, d'avoir un abord le plus près possible de la base avec la dépose du bandeur orbitaire, ou bien un abord par voie nasale. On a parfois une récidive due à une infiltration intraaxiale. Ici, c'est un petit garçon qui avait une exérèse subtotale puis irradiée, qui, 9 ans plus tard, a présenté une progression intra-mésencéphalique. Et puis de nouveau, donc 6 ans plus tard, donc 15 ans après la première intervention, donc qui a été opéré par voie postérieure, par voie supracérébelleuse, et avec une exérèse complète. Bon, c'est un petit peu des cas, des histoires de chasse, mais en tout cas, il était guéri de sa tumeur. Mais toujours est-il que les récidives ectopiques sont loin d'être rares, hein. Si on fait si on étudie la littérature, euh, on a trouvé 49 publications sur ce sujet. Alors, est-ce que c'est dû à une dissémination péropératoire? Est-ce que c'est dû à une rupture d'un kyste tumoral? Euh, Ça, c'est un exemple d'une petite fille qui était arrivée aveugle due à sa tumeur, qui était opérée en urgence, la résection qui semblait complète, et pourtant, 3 ans et demi plus tard, elle avait une récidive dans le conduit auditif interne, alors qu'elle était toujours aveugle. Et donc, la question, c'était de sauver son audition. Donc, on a fait un abord rétrosigmoïdien qui a permis une exérèse complète et une préservation de son audition, et elle n'a pas été irradiée. Donc là, ça, c'est la série les résultats oncologiques de la série de patients opérés par voie sous-frontale avec dépose du bandeau orbitaire, donc 29 patients. Donc, dans 26 cas, il s'agissait d'une opération à but d'exérèse et dans 3 cas, une intervention à but de décompression, avec un suivi moyen de 7 ans,4. Il y a eu des complications vasculaires, notamment une ischémie de l'artère cérébrale postérieure, c'est lors d'une réintervention, une ischémie d'une perforant du tronc basilaire lors d'une récidive aussi. Et puis sur le plan endocrinien, 28 sur 29 avaient un panhypopituitarisme, 5 avaient un SIDA-ADH et 2 avaient une adypsie, donc c'est une morbidité lourde, hein, là déjà. Et une aggravation visuelle dans 4 cas. Euh, donc on verra les résultats sur le plan fonctionnel plus tard. Maintenant, quand on a une récidive, le plus souvent, on discute d'une chirurgie, surtout si le patient a déjà été irradié. Donc on se demande, est-ce qu'on peut envisager une nouvelle résection? Si la résection avait été incomplète initialement, quelle était la raison? Est-ce qu'on peut espérer faire mieux? Et est-ce qu'une chirurgie est la meilleure solution? Est-ce qu'on a d'autres options? Et en particulier chez le petit enfant, c'est une tumeur qui est d'autant plus agressive, la radiothérapie est d'autant plus délétère. Malgré tout, on doit économiser les cartouches parce qu'on sait qu'on a un patient à gérer sur la longue durée. Donc, suivant le mode de récidive, si c'est une progression sous forme solide, et on peut discuter une irradiation. Est-ce qu'il a été irradié d'abord et quelle est la proximité par rapport aux voies visuelles? On peut envisager le gamma knife à condition que ce soit pas trop gros et que, en fonction de la proximité aux voies visuelles, est-ce qu'on peut l'enlever? Si c'est kystique, est-ce qu'on peut faire un traitement intrakystique? Bon, les récidives intrakystiques, c'est souvent multikystique, c'est pas forcément, ça ne se prête pas forcément bien à la mise en place d'un cathéter et où est-ce qu'il faut la resséquer? Ou est-ce que c'est mixte? Auquel cas, est-ce qu'on peut l'enlever? Ou bien, et à ce moment-là, on prévoit une radiothérapie post-opératoire à condition que ce soit possible en fonction de la dosimétrie déjà reçue. En tout cas, à chaque fois qu'on envisage une deuxième résection, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a conduit à l'échec de la chirurgie initiale? Donc les adhérences cicatricielles, il faut les prendre en compte. La durmère colle au cortex sous-frontal, au nerf olfactif. La tumeur colle aux voies optiques, à l'hypothalamus, au vaisseau. Et donc, on est dans des conditions qui sont quand même plus difficiles que l'intervention initiale. Donc ici, vous voyez, on est en train de décoller gentiment la durmère du cortex sous-jacent et ça ne vient pas forcément sans mal. On a intérêt à faire une ouverture de la durmère, vous voyez, ça se met à saigner. On a intérêt à faire une ouverture de la durmère plus bas ou plus postérieure que l'intervention initiale. Donc ici, on a notre nerf olfactif, notre nerf optique, la tumeur. Vous voyez que c'est un petit peu engainé dans de la fibrose. Et puis les adhérences sur l'artère basilaire, ça peut être particulièrement mal supporté. Ici, c'est un enfant qui avait été enlevé, dont la tumeur avait été enlevée totalement. Il y avait une progression kystique 10 mois après, réintervention.
par la même voie d'abord, et puis on voit et on a eu une ischémie d'une artère perforante du tronc basilaire qui a entraîné une hémiparésie qui a récupéré en plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais une cause de morbidité lourde. Donc c'est certainement à prendre en compte. Et puis ici, on a cette ischémie dans le territoire de l'artère cérébelleuse supérieure qui est au contact de la tumeur, hein, puisqu'elle est dans la bifurcation dans la quadrifurcation du tronc basilaire. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces patients qui ont récidivé? Ben, ils ont des lésions cumulatives sur le plan visuel, sur le plan intellectuel et puis sur le plan hypothalamique. Hein, donc ici, on a le BMI des patients en fonction du nombre de réopérations. C'est sûr que s'ils ne sont pas réopérés, ils vont beaucoup mieux que ceux qui ont récidivé. Donc, est-ce que cette morbidité justifie une chirurgie agressive? Là encore, c'est uniquement en faisant des études comparatives de séries avec des protocoles de prise en charge différents qu'on pourra avoir la réponse à cette question. Et c'est fortement débattu dans le monde chirurgical et oncologique. Le devenir clinique de ces patients, la problématique de l'obésité, elle est majeure, mais comme on va le voir, c'est peut-être plutôt les problèmes visuels qu'il faudrait voir. Alors d'abord, la mortalité, on considère qu'elle est faible, bon, donc de l'ordre de 10% à 10 ans, plutôt moins, hein, quand on voit dans cette série, dans la série une vieille série lilloise hein, de 81 à 2006, on avait deux patients qui étaient décédés sur les 45. La mortalité, elle n'est pas liée à la tumeur, comme je l'ai dit, elle est liée au syndrome hypothalamique. Donc, il y a un ponhypopituitarisme, une adypsie, une poikilothermie, des apnées du sommeil. Et on en a une comme ça qui est morte dans son sommeil, hein, probablement des apnées du sommeil liées à son syndrome hypothalamique. Dans la littérature, on voit également des décès lors de réintervention, donc quand il y a une adhérence à des vaisseaux en particulier. Et puis aussi dans les séries de patients irradiés, des décès de patients dus à des tumeurs radio-induites de haut grade. Alors, les résultats fonctionnels, là, c'est de nouveau la série, là, c'est la série lilloise récente hein, de voie sous-frontale. Bon, le devenir des patients, on a surtout des séquelles sur le plan visuel, sur le plan cognitif, sur le plan endocrinien, c'est l'ensemble des patients. Même un enfant qui n'avait pas de panhypopituitarisme, il avait besoin d'une substitution en hormones thyroïdiennes. Il y avait quand même un petit quelque chose. Le seul qui est gardé, une tige pituitaire anatomique et fonctionnelle. Sur le plan visuel, je crois qu'il faut insister sur le pronostic visuel parce que bon, c'est terrible d'être obèse et on a vu qu'on peut en mourir, hein, mais ces patients qui perdent la vue, ça justifie tout ce qu'on peut faire pour leur préserver la vue. Alors est-ce qu'on y arrive? Eh bien, on en a quand même 55% qui ont une vue qui est compatible avec la conduite automobile autonome, alors qu'il y en a 45% qui ne peuvent pas prétendre avoir un permis de conduire. Et si on voit la scolarité, on en a, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, un tiers une scolarité normale, un tiers une scolarité avec de l'aide. C'est souvent des patients qui ont une lenteur, qui ont des difficultés, bon, leurs problèmes endocriniens évidemment, et puis un tiers qui ont des nécessités de scolarité en milieu spécialisé. Alors l'obésité, c'est un problème majeur dans beaucoup de cas. C'est pas constant. Souvent, on se rend compte qu'elle est déjà débutée en préopératoire, hein. On voit sur ce diagramme le, le BMI préopératoire en fonction de l'âge, c'est-à-dire en déviation standard par rapport à la moyenne. Et ça commence beaucoup plus souvent au-dessus de 0 DS, voire même au-dessus de plus de DS. Et puis le devenir, très souvent une prise de poids rapide après l'intervention. Il y a certains et en tout cas, la tumeur était infiltrante et plus on va avoir de souffrance hypothalamique et on a plus souvent une obésité très évolutive chez les patients dont l'exérèse a été incomplète, contrairement à ce qui est publié dans beaucoup d'articles. En fait, ce sont il y a les bons crâniophryngiomes qui n'infiltrent pas, qu'on peut enlever totalement et qui ne sont pas obèses, et puis les mauvais crâniophryngiomes qui infiltrent l'hypothalamus, qu'on n'arrive pas à enlever totalement et qui ont déjà commencé à être obèses avant même qu'on les opère. Donc, qu'est-ce qu'on a comme obésité? Eh ben, on a un morphotype à peu près normal dans moins d'un quart des cas, un surpoids dans un gros quart des cas,
une obésité de stade 1 dans un quart des cas et de stade 2 dans à peu près un quart des cas. Donc, on a vraiment plus de la moitié de ces enfants qui sont obèses. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut sauver comme meubles? Comment peut-on les sauver? Alors, sur le plan oncologique, est-ce que l'Exeras One Shot permet de mieux préserver le pronostic? Est-ce que la radiothérapie permet d'avoir une chirurgie moins agressive et sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner? Quels sont les traitements quels sont les traitements ciblés qu'on va pouvoir donner? Est-ce qu'on va devoir réintervenir? D'après les données que j'ai montrées, c'est très probablement ce qui peut arriver de pire à ces enfants porteurs d'un crânio-pharyngiome. Le devenir sensoriel, c'est un problème qui est majeur et qui est, à mon avis, sous-estimé dans le débat qu'on a, qui est très orienté vers l'endocrinologie, hein. Ce sont très souvent les endocrinologues qui suivent les patients et qui plaident pour qu'on respecte leur hypothalamus. Et les ophtalmos sont moins présents dans le débat, alors que si on demandait aux patients s'ils devaient choisir entre l'obésité et la cécité, peut-être bien qu'il choisirait de garder la vision. En tout cas, est-ce qu'on est vraiment dans des situations comme celle-là? En tout cas, le devenir visuel, l'évaluation préopératoire est souvent difficile parce qu'on est dans des conditions d'urgence. Les enfants petits, on ne va pas pouvoir bien les documenter leur atteinte. Il ne faut pas oublier le problème de l'audition quand on a un kyste qui atteint l'angle ponto-cérébelleux. Le devenir endocrinien, c'est clair que à peu près tous ces patients vont être dépendants de plusieurs traitements hormonaux pour toute la vie. L'obésité, eh ben, il faut essayer de la prévenir par un conditionnement dès la période périopératoire. Et puis, il y a des traitements ciblés de l'obésité commencent à apparaître. Le devenir cognitif, faut pas l'oublier. Très clairement, il y a beaucoup plus d'atteintes de mémoire et de concentration, etc., quand les patients sont réopérés, quand ils ont une radiothérapie précoce. Donc là aussi, ça peut être un argument en faveur d'une chirurgie plus complète initialement. En tout cas, les traitements ciblés, ils visent à la fois la tumeur et les conséquences comme l'obésité. Et donc, on attend beaucoup de ce qui va arriver dans les années à venir. Donc, en conclusion, les enfants porteurs d'un crânio-pharyngiome, ils ne meurent pas de progression tumorale, ils meurent par contre de complications des traitements et des problèmes endocriniens liés à la tumeur. Comment est-ce qu'on peut préserver le pronostic fonctionnel? Ça reste à débattre. En tout cas, il ne faut pas oublier la question de la vision, hein. C'est vraiment trop triste quand on voit que ces patients sont devenus aveugles pendant qu'on était en train de faire des traitements complexes. En tout cas, le crânio-pharyngome de l'enfant, ça n'est pas celui de l'adulte, malheureusement, car il est plus agressif et moins sensible à des traitements ciblés en l'état actuel. Et pour finir, ça pose la question de la centralisation des cas pour pouvoir proposer l'ensemble des thérapies chirurgicales et non chirurgicales qui permettent d'obtenir le meilleur résultat. Et pour finir, je termine sur cette phrase de Kenneth Till qui disait qu'il y a une seule bonne opération dans le crânio-pharyngiome, c'est la première. Et toutes les autres ce sont des interventions de deuxième choix. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous pouvez retrouver d'autres cours en ligne sur